Alors, j'avais hésité à dire entre le titre, les deux titres que j'ai un peu hésité à la dernière minute. Vous voyez que j'ai mis AES CEDEAO, rappel de mémoire. Mais en réalité, ce dont il est question, je voulais, ou du moins, peut-être que Dieu va nous permettre de le faire, je ne sais pas, de pouvoir 2025, la Côte d'Ivoire, une bombe en retardement 2025. En fait, c'était ça. C'est ça que je veux développer. 2025, la Côte d'Ivoire, une bombe en retardement ou la bombe en retardement. Peut-être que il me suit, je ne sais pas. S'il me suit, ça fait plaisir. Mais je suis sûr que peut-être que dans sa vie, il a eu l'opportunité ou l'occasion de m'écouter une fois au moins. Je dirais même en Côte d'Ivoire, je dirais en Côte d'Ivoire, 85 à 90% des députés m'écoutent. Les députés ivoiriens, peu importe qu'ils soient opposants ou députés au pouvoir, hein. Je suis sûr que 80 à 90%, ils m'ont déjà écouté une fois. Sinon, je peux dire 100% des députés ivoiriens, au moins une fois, ont écouté la voix de Keïta ou le message de Keïta, au moins une fois dans leur vie. Les députés ivoiriens. J'ai pris souvent plaisir à écouter Timoko Assalé, que vous connaissez, qui est journaliste, comme on appelle, d'investigation, qui est député de Tiassali et maire de Tiassali. Ce que je dis, ou ce que je vais développer par rapport à la Côte d'Ivoire, va nous ramener en 2010, pour comprendre l'implication malhonnête de la CEDEAO, et ce que la CEDEAO continue encore de faire dans nos États. En ce qui nous concerne, nous ne sommes plus au sein de la CEDEAO. Ça, c'est une certitude. Hier, on a fait un grand débat. Je pense que ceux qui m'ont suivi hier, chacun a pu apprécier à sa juste valeur les informations que j'ai mises à votre disposition. Ce n'est pas obligé qu'on me croie. Ce n'est pas obligé qu'on soit d'accord avec moi. Ce n'est pas obligé même qu'on vienne m'écouter. Mais ce qui est fondamental, ce serait regrettable de savoir que Keïta a parlé, et puis on a battu en brèche ce qu'il a dit, et puis voilà la réalité qui se présente, ce qu'il a dit, ce qu'il a craint, est en train de se passer. Waouh. Alors, je voudrais ici, dans un premier temps, vous inviter à prêter une oreille attentive. Parce que le processus, ce que je vais développer ce soir, va partir de faits réels pour nous ramener en 2010-2011, nous ramener au changement de pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger, et puis tirer les leçons, du moins les conclusions, par rapport à ce que nous craignons et que nous prions Dieu que cela ne se produise point en Côte d'Ivoire. Parce que vraisemblablement, si on ne fait pas attention, je parle des Ivoiriens, je parle des Africains que nous sommes, comme l'a dit le député hier, j'ai écouté une intervention du député Timoko Assalé, je crois qu'il y avait un panel où il parlait. Et c'est là que vous vous rendez compte de la bêtise humaine de certaines personnes, la défaillance intellectuelle et morale de certaines personnes. Il y a un certain Denguélé qui était sur le plateau avec quand le député Timoko parlait, et on avait l'impression, vous savez ce qui est malheureux, ce sont les gens avec les noms à consonance nordique, c'est-à-dire des gens qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, du fait
de leur nom et prénom. Tout de suite, ils viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui disent qu'ils ont été marginalisés, écartés, ignorés, brimés, des gens qui ont subi une sorte de ségrégation politique. Puisque Alassane Ouattara en a fait une récupération pour en faire sa campagne. Et on a dit que le Nord s'est vraiment investi pour la victoire de Ouattara. Alors, comment ceux qui ont été brimés hier, ceux qui disent qu'ils ont été opprimés hier, ceux qui ont subi les frustrations hier, aujourd'hui, sont ceux-là qui font pire que ce qu'ils ont subi hier. Alors que, quand Dieu a demandé à son prophète, à son serviteur, de faire sortir, en fait, je vais vous écourter, pour ne pas rentrer trop dans la théologie. Dieu dit, rappelez-vous de ce que vous étiez avant. Vous étiez esclaves, vous étiez dominés, vous étiez soumis, vous étiez opprimés. Je vous ai fait sortir de la captivité. Donc, par rapport à ce que vous avez vécu, dans l'avenir, prenez soin des captifs, des veuves, des orphelins. Faites en sorte. Donnez-moi une seconde. Hey, dis-moi ça. Alors, Dieu dit, rappelez-vous. Si tu bois, tu vas voir, chante les travail, ça va pas là. Je trouve que tu. Jamais dit moi ça. Alors, Dieu dit, rappelez-vous de ce que vous-même, vous avez subi entre les mains de vos maîtres, de vos oppresseurs. Mais alors, je suis curieux et je suis en même temps surpris de voir qu'il y en a qui se disent guides religieux, ils se disent musulmans, ils se disent prédicateurs, ils se disent imams, ils font prier les gens dans leur mosquée, mais ils sont incapables de dire à ceux-là, attention, attention, la voie que vous êtes en train de suivre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ressaisissez-vous. Chaque fois quand je dis la Côte d'Ivoire est une bombe à retardement, les gens ont du mal à comprendre ce que je dis. Soyez ivoirien, ne soyez pas ivoirien, je m'en fous éperdument. Mais, quand on fait le point, vous n'avez qu'à aller écouter le député Timoko Assali pour entendre le cri de cœur du monsieur. De ce que les gens, les autorités, c'est vrai, dans ses propos, il dit, ce sera difficile de pointer Alassane Ouattara comme responsable. Mais l'entourage d'Alassane Ouattara, et généralement, c'est l'entourage des présidents qui font tomber les présidents. Parce que le président ne prend pas le soin d'assainir autour de lui. Je vais faire une digression avec vous, je vais vous amener un peu aux États-Unis. Actuellement, Donald Trump, dans la campagne, les démocrates ont cru trouver la ruse pour amener les Américains à haïr, à détester et à rejeter Donald Trump. Il y a un ancien collaborateur de Donald Trump, parce qu'ils ont voulu forcément créer ce qu'on appelle la surprise du mois d'octobre. Parce que les élections aux États-Unis, il y a toujours un phénomène qui vient, qu'on appelle la surprise du mois d'octobre. Donc, ils ont attendu, ils ont préparé, et puis au dernier moment de la campagne, le monsieur sort, il dit Donald Trump est un fasciste. Il adore Hitler. Donc, automatiquement, vous avez vu leur première, leur vice-présidente, l'idiote là, qui est sortie avec toute la solennité, avec tout le protocole étatique, et présenté Donald Trump comme étant un fervent supporter d'Hitler, alors qu'elle a été procureure. Je vous en prie, écoutez quand on vous parle, écoutez très bien. J'ai l'habitude de dire, alors c'est ça qui rend beaucoup de personnes vraiment jalouses ces temps-ci,
quand ils sortent l'orgueilleux. Mais ce que je comprends pas, ce qui fait la personnalité de Cheikh Oumar Keïta, ce qui fait la différence entre Cheikh Oumar Keïta et cette multitude de personnes sur les réseaux, c'est parce que il prend le temps de parler et il dit, voilà des gens, il dit, mettez-moi au défi. Alors, ils sont incapables de relever le défi. Que quelqu'un soit orgueilleux, mais il s'en fout éperdu. Vous ne le nourrissez pas. Vous ne payez pas ses factures. Et chaque jour que Dieu fait, il est élevé en gloire dans tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, tout ce que vous avez à dire, orgueilleux, est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose? Alors, idiot que vous êtes, quand je vous vois écrire ça, je vous bannis, c'est fini. C'est là, je mets mon orgueil en valeur et puis je vous bannis. Alors, voilà des collaborateurs de Donald Trump. Pour avoir mal fait leur travail, il les a chassés. Quand vous regardez le parcours professionnel de l'homme, aujourd'hui il est milliardaire en dollars, il fait partie des hommes les plus riches du monde. Et puis vous dites il est Hitler. Mais est-ce que, s'il avait cette attitude d'Hitler, il aurait pu bâtir cet empire financier, cette puissance financière qu'il a, cet empire qu'il a, est-ce qu'il aurait pu bâtir ça? Non. On dit qu'il est quoi? Il est Hitler. Il y a une situation, les gens n'écoutent pas. Les gens ne font pas attention quand on parle. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, je préfère me limiter aux prédicateurs, aussi bien chrétiens que musulmans, à l'exception d'un homme très limité. Il refuse d'interpeller le président. Voilà Donald Trump. Quand il vous confie une tâche, une responsabilité, vous ne faites pas, il vous chasse. C'est pourquoi on dit qu'il est fasciste. Il n'est pas fasciste. Il veut un travail pour lequel il vous a engagé. Il veut un résultat. Il n'obtient pas le résultat, il vous remercie. En quoi est-ce qu'il est fasciste? Il vous renvoie parce que vous ne méritez pas d'être là. Il met quelqu'un d'autre à votre place qui fait mieux que vous. C'est comme ça qu'il est. Alors, on interpelle le président Ouattara. Ignorons même qu'on a interpellé Ouattara. Est-ce que Ouattara n'est pas en mesure de comprendre que, attention, dans mon entourage, il faut que je me débarrasse des brebis galeuses parce que ceux-là, ils vont m'apporter tous les problèmes du monde. Mais quand lui-même, il encourage ces pratiques, quand vous voyez un bidam comme Touré Mamadou, un mécréant comme Touré Mamadou, quand vous voyez ce que Gon Coulibaly a fait, je ne dirais pas qu'il repose en paix, ça c'est Dieu qui va décider pour lui. Ahmed Bagayoko, je ne dirais pas qu'il repose en paix, parce qu'ils ont tous été des criminels, ils ont commis des actes horribles. Alors aujourd'hui, ils sont là où personne ne peut aller, parce que là-bas, tu ne peux pas aller là-bas puis revenir pour un témoignage. Parce que s'il y avait un retour, son Gon allait rendre témoignage. Alors, mais les Ivoiriens, ils n'écoutent pas. Et Ouattara ne fait pas le ménage autour de lui. Les Bitogo sont des voleurs. D'accord? Les Sansan Kabiri, là, c'est des voleurs. Adjoubadi, c'est des voleurs. Autour d'Alassane Ouattara, c'est le vol. Mais ce qu'ils oublient, il y a toujours le retour, c'est-à-dire le revers de la médaille. Il y a toujours le retour du karma. Les gens n'écoutent pas. C'est pourquoi hier, j'ai dit, les mêmes magistrats qui ont été instrumentalisés, qui ont accepté d'être instrumentalisés, demain, quand le pouvoir de Ouattara va tomber, vous allez voir les mêmes magistrats encore aux côtés du nouveau pouvoir pour essayer de satisfaire ce pouvoir en commettant toujours les mêmes bêtises. Et que le nouveau pouvoir, qu'il prenne ses responsabilités pour dire, c'est vous qui avez encouragé ça avec l'ancien régime. Mais aujourd'hui, pourquoi vous? Alors moi je pense que les autorités à un moment donné doivent arrêter de se blaguer. Qu'ils regardent les mêmes magistrats. Hier, quel était leur comportement avec l'ancien régime? Aujourd'hui, quel est leur comportement avec le régime actuel? Qui tire les leçons? Qui tire les conclusions? Parce que le problème c'est quoi? Quand le président tombe, les magistrats, ils sont toujours là, hein?
ceux qui étaient au pouvoir, qui vous ont demandé de faire certaines choses, quand ils ont fait, mais une fois que le pouvoir tombe, ou le pouvoir change de main, les anciens maîtres, là, ils disparaissent, on ne sait plus où ils sont. Il y en a qui vont à l'aventure. Où est Karim Keïta aujourd'hui? Le fils de Chouchou d'Ibika. Il est où aujourd'hui? Tous ses collaborateurs, les Boubou Sissi, toute cette merde qu'ils ont fui, ils sont où aujourd'hui? Mais les magistrats, certains magistrats ont fait la volonté de ces gens-là au Mali quand ils étaient au pouvoir. Mais aucun de ces magistrats, on a demandé à aucun de ces magistrats de rendre compte. C'est ça qui est dangereux et c'est ça que Dieu ne veut pas. Et nos autorités, moi je ne dis pas le nom de quelqu'un parce que je ne sais pas, mais nous savons tous. Alors je vous donne un exemple. Lorsque des gens ont été tués, la justice aujourd'hui, quand vous dites A plus A, on dit ah le procureur s'est auto-saisi du dossier. Et les gens qui ont été tués sous le régime d'Ibeka, aucun procureur ne s'est auto-saisi encore de ce dossier-là. Ah, c'est un dossier qu'on ne peut pas toucher. C'est tellement pour des raisons que j'ignore. C'est dangereux ce qu'on fait. C'est dangereux. Moi, je n'indexe personne. Je ne sais pas qui a fait quoi. Je ne sais pas qui devait faire quoi. Il n'a pas fait quoi. Moi, je plante le décor. Je présente le tableau. Chacun tire ses conclusions. Keïta n'a pas dit nom de quelqu'un. Donc, laissez le nom de Keïta, je vous en prie. Mais c'est dangereux. Quand on dit que la Côte d'Ivoire est une bombe à retardement, la justice est impliquée dedans. Personne ne rend compte des bêtises qu'il fait. Ça, il n'y a pas de responsabilité dedans. Le pouvoir, le laxisme du pouvoir, l'irresponsabilité du pouvoir, la complicité du pouvoir fait que 2025 risque d'être une bombe à retardement. Alors, je vais essayer de vous amener ici, parce que pour moi c'est important, c'est fondamental. On va écouter, j'espère qu'on pourra écouter, je vais essayer de vous ramener ici rapidement, permettez-moi une seconde. Je vais vous ramener ici, on va rapidement voir ça, j'espère que... Alors, on va écouter, il est là, on va l'écouter. On va écouter ça. Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont retirés sans délai, c'est-à-dire avec effet immédiat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. On peut comprendre que cela suscite des interrogations, dans la mesure où la CEDEAO fait partie des institutions les plus familières de la sous-région, au point que certains s'imaginent que sans la CEDEAO, l'oxygène va disparaître de nos pays. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur les causes et les perspectives résultant de ce retrait. Quelle est l'origine des régimes de transition au Mali, au Burkina et au Niger? Depuis la disparition du guide libyen Mohamed Kadhafi en 2011, le Mali et le Niger ont aussitôt, tour à tour, été confrontés au terrorisme. Des dizaines de soldats maliens et nigériens ont été sauvagement tués, parfois égorgés. La population civile a été contrainte de choisir entre l'embrigadement et l'enrôlement forcé et l'exil. Le bétail, les cultures et les récoltes ont été pillées et ravagées. L'économie des pays a été déstructurée. Pendant ce temps, tout le monde regardait faire. Ni l'Union africaine, ni la CEDEAO n'ont volé au secours de ces pays. La communauté internationale, avec des larmes de crocodile, a envoyé une force pour soi-disant aider le Mali. En réalité, c'était pour ériger une barrière de protection des terroristes. Cela, les Maliens ont mis du temps à le comprendre. À partir de 2015. Alors, ça c'est d'abord planter le décor, le deuxième tableau, ce qui a poussé nos États à sortir de la CEDEAO. On a évoqué un certain nombre de choses. Beaucoup de choses ont été dites. La réalité, c'est quoi? Il y a un ordre établi
je dis pas, je vais mettre là pour bien parler. Il y a un ordre qu'on a essayé de mettre en place. Un ordre de domination, ce que eux appelaient un ordre mondial, mais en réalité, c'est pas un ordre mondial, c'est un ordre de domination. Dominer, assujetti, imposer, manipuler, soumettre, et à côté de tout ça, pendant que d'autres s'appauvrissent, pendant que d'autres s'écroulent sous le poids des dettes, de la mauvaise gouvernance, de la manipulation, de l'indignation, de l'intolérance, l'incompréhension, la corruption, d'autres se développent. Enfin, en réalité, est-ce que réellement l'Europe s'est développée ou le monde occidental s'est développé? Alors, je voudrais inviter les uns et les autres à réfléchir sérieusement sur cette réflexion, sur cette idée. Est-ce que réellement les gens se sont développés? Parce que pour moi, quand votre réussite ou quand votre matérialité, ça veut dire quoi encore, matérialité? Ah! Si tu cherches dans le dictionnaire, je suis pas certain que tu retrouves. Matérialité, c'est une expression inventée par Keïta. C'est pourquoi ceux qui sont contre Keïta, ils seront rien parce qu'ils n'ont pas compris que Keïta n'est pas leur camarade. Keïta a eu d'avance. Donc, la matérialité, j'ai dit, je viens de créer ça. N'allez pas chercher dans le dictionnaire, ça n'existe pas. La matérialité, vous allez comprendre la définition que je donne à la matérialité. Je n'ai pas dit le matérialisme. J'ai dit la matérialité. C'est un rêve, une illusion bâtie sur une vision inexistante, mais on arrive à convaincre l'autre qu'on est nanti, on est riche, on s'habille bien, mais attendez. Si réellement ils étaient développés, arrête-moi ça là-bas. Si réellement leur matérialité était une matérialisation effective, la guerre en Ukraine n'allait avoir aucune incidence, aucune conséquence. Mais comment la guerre de deux pays arrive à déstructurer, arrive à balancer l'économie de tout un monde, dit le monde occidental, le monde des opportunités, la richesse et la richesse. J'ai pris le temps d'écouter ces temps-ci les débats parce que l'Assemblée nationale française s'est retrouvée confrontée à un sérieux problème. Le budget de l'État 2024-2025. Les députés, ça ne va pas en France. Mais je suis étonné. Chaque fois, ces présidents-là disent, nous allons donner 200 milliards ici, 200 millions là-bas, alors que eux-mêmes, ils sont pauvres. La France, je vous demande pardon. Bachili, est-ce que tu es là? Je sais pas, tu n'es pas là, c'est pas grave. Allez regarder la dette de la France. Je vais vous donner la dette de la France pour que vous compreniez. Donc, la matérialité va vous permettre de comprendre la dette de la France. Alors, un pays qui s'écroule, qui est en train de suffoquer sur le poids de sa dette, veut nous faire la guerre. Réfléchissons un peu. Et les États-Unis, c'est pire. Je vais pas là-bas pour le moment. Quand nous écoutons les propos du Premier ministre Apollinaire, je me dis que nos responsables au sein de l'AES, on n'a pas encore tiré toutes les leçons.
Tiens, Keïta, ça c'est fort. Tu as dit ça aujourd'hui encore. J'ai dit, on n'a pas encore tiré toutes les leçons. Parce que tout ce que vous allez écouter ici, et quand vous regardez le fonctionnement de l'AES, quand vous regardez de près, en profondeur, vous allez arriver à la conclusion qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Parce que, quand vous avez vécu ce que nous avons vécu, je vais ouvrir une parenthèse. En 2014, si je ne m'abuse, en 2014, il y a eu un coup d'État en Ukraine. Mais ils ont appelé ça chez eux, ils ont appelé ça révolution. La place Maïdan en Ukraine. Ils ont fait tomber le président qui était un pro-russe. Donc, la CIA, le MI6, je crois, de la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la DGSE, en fait, tous les services de renseignement du monde occidental, les pays européens, y compris Washington, étaient en Ukraine. C'est eux qui ont financé la révolution. C'est eux qui ont soutenu la révolution et c'est eux qui ont poussé le président ukrainien pro-russe. C'est eux qui l'ont chassé. Alors, quand vous les regardez, ces mêmes idiots avec leur gueule qui pue la merde, avec leur bouche qui sent, on dirait, un caniveau qu'on vient d'ouvrir. Ces idiots de responsables de petits blancs, crasseux, sales et pieux, qui sentent la puanteur. Ces mêmes gens-là. Même l'Union européenne était en Ukraine pour soutenir la population. Ils ont soutenu, ils ont financé cette révolution. Parce qu'ils ne voulaient pas un pro-russe à la tête de l'Ukraine. C'était inacceptable, c'était inadmissible, c'était inconcevable. Il fallait tout faire pour faire tomber ce régime-là. Alors, c'est sous le fameux pseudo d'organisation non gouvernementale, ONG, société civile. C'est pourquoi souvent quand les gens viennent s'asseoir, moi j'aime regarder, il y a un gars à ce costume là, je ne sais même pas où ils sont, il est toujours assis à la télé, on dit les représentants de la société civile en Côte d'Ivoire, pas où. J'ai dit bon, comme je suis pas, c'est pas trop mon problème, je les laisse parler là-bas. Ceux qui se présentent très souvent comme représentants de la société civile, 90% des cas, ce sont des pions placés. Parce que le financement des ONG, et le Mali a très bien fait. Désormais, tu peux pas créer ton ONG. Tu fonctionnes, le gouvernement a le droit de voir le fonctionnement de ton ONG. L'argent vient d'où? Qui finance? Qui te soutient? Et tu veux créer ton ONG, le gouvernement fait une enquête de moralité sur toi avant de t'accorder l'autorisation d'exercer en tant qu'ONG. Alors, donc en Ukraine, au nom de la société civile, les services de renseignement occidentaux ont poussé la population dans la rue comme ils l'ont fait en Syrie, comme ils l'ont fait en Libye. Vous voyez, les services de renseignement ont le même mode opératoire depuis toujours. Et il y a des pays qui servent de laboratoire, c'est-à-dire que les services de renseignement, ils mettent en place des procédures de déstabilisation en se cachant derrière la population, en se cachant derrière ce qu'on appelle les ONG. Quand ils mettent ça en place dans leur réservoir, dans leur laboratoire, il y a un pays qui est un pays cobaye. Donc, on va tester là-bas si ça réussit. C'est parce que ça a très bien réussi là-bas qu'ils ont pu tout de suite chasser Bouaba Kadhafi. Ils ont fait la révolution tunisienne.
vous allez croire très souvent que non, ce sont les nantis même, ce sont les citoyens même, c'est la population même qui ne veut pas. Oui, c'est la population qu'on va manifester. Mais qui est derrière? Est-ce que vous savez que c'est à partir de Paris que le printemps arabe a commencé? Si on vous le dit, vous n'allez pas croire. C'est à partir d'un café à Paris. Je crois que c'était des Algériens ou quoi là, je sais pas trop. C'est à partir de Paris, dans un café, ils ont organisé comment deux jeunes avec leur laptop organisent la déstabilisation. Le régime, et je le répète, fait avec clé, on fait exprès souvent, ils ont bloqué carrément. Alors, comme on est revenu, on va continuer. Donc, comme je disais, quand vous regardez la révolution dans ces pays arabes, ce qu'on appelait le printemps arabe, est parti d'un petit café à Paris. Deux jeunes arabes avec leur laptop. Soyez intelligents, soyez forts, mais si vous n'avez pas les moyens pour que ceux que vous contactez sur le terrain puissent se déplacer, puissent rencontrer les gens, puissent faire ceci, faire cela, comment votre révolution va réussir? Quand vous regardez ces deux jeunes arabes, ils ont fait un documentaire sur eux, je dis, mais quels moyens ceux-là ont pour faire tomber des régimes qui étaient là il y a plus de 20 à 30 ans. C'est là que vous vous rendez compte qu'ils ont été approchés par le renseignement français, qui les a soutenus, puisque le renseignement français a des relais sur place dans nos pays, comment faire passer l'argent? Oh là là, c'est pas vrai. Alors, ils ont tout ce système-là. Permettez-moi, je suis vraiment attaqué, c'est fort, Pati Sakara. Yeah. Ils sont en train de me sonner partout. Oh là là, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, donc, quand vous regardez tout ça, vous posez la question, ah, c'est la population qu'on a vue. Oui, c'est la population qu'on a vue dans les rues. Mais les cerveaux, qui sont les cerveaux? Il y a des cerveaux, ceux qui ont financé, ceux qui ont soutenu. Qui sont ces cerveaux-là? Il y a des cerveaux. Alors, c'est la même chose qu'ils font de remettre Sigol. C'est pourquoi dans nos pays, et je remercie le président Goïta qui a décidé de suivre de près les activités, enfin, à travers le ministère de l'Intérieur, je sais pas, l'administration, pardon, de suivre de près les activités de ce qu'on appelle les ONG, organisations non gouvernementales, pour avoir une idée claire, parce qu'en général, c'est ceux-là même qui déstabilisent. Quand vous regardez toutes les fausses informations, les mensonges sur nos FABA, nos fausses armes, c'est parti d'où? En général, on dit, ah, ce sont les ONG. Mais quelles sont ces ONG-là? Des gens qui ne sont pas sur le terrain et puis on donne des informations. Human Rights Watch, Amnesty International, travaille avec qui? Ce sont ces ONG-là qu'on utilise, ce sont des prêtres, non? Ils sont financés, ils sont soutenus. Donc ils disent que par rapport à tel, nous avons des relais, nous travaillons avec telle ou telle organisation non gouvernementale. Mais quelles sont les informations? Est-ce que ces informations sont vraies? Quelles sont les sources fiables? Pendant comment nos États ont, enfin, continué encore de subir ces mensonges, ces manipulations de gauche à droite. Alors, on va continuer rapidement. Dans une seconde, j'ai tout un tas de problèmes pour pas démarrer avec TikTok. Alors que TikTok, hier, sur TikTok, on était à 5000 personnes connectées en direct. Comment on appelle ça, sur TikTok. Parce que là-bas, on peut émettre, contrairement à Facebook, ou encore l'autre côté, ici,
Sur TikTok, ça m'a beaucoup aidé parce que quand j'ai fini le direct, j'ai regardé. Waouh, on était à 5000 personnes connectées. C'est 2 heures après, j'ai regardé que sur Facebook, on était à 7000. J'ai dit, bon, mais ça, je comprends. Donc, je suis en train de voir si je peux, parce que là, Facebook, TikTok un peu, ils ont attaqué TikTok là. On a du mal à pouvoir redémarrer. Alors, on va continuer. Si ça marche, ils vont nous prendre en cours de route. Alors, comme je disais, il y a 2 sujets clés. 2 sujets clés. Le premier sujet, c'est quoi? Donne-moi une seconde, là, je vais, plein de choses qui viennent bêtement sur l'écran des gens. Donne-moi, je vous en prie, permettez-moi de juste effacer. S'il vous plaît, donne-moi une seconde, je vais, trop de bêtises qui sont sur mon écran. Donne-moi une seconde, je vais supprimer tout ça. Je vais collecter celui-là. Alors donc, la Côte d'Ivoire en 2025, une bombe à retardement. Alors, j'ai écouté de près l'intervention du député Timoko Assalé sur une plateforme. Ils ont discuté, enfin, ils discutaient avec des jeunes Ivoiriens et il y avait un certain dégueulé, je sais même pas si c'est vrai ou si je sais pas, comme les gens, ils veulent pas, mais c'est ça qui est étonnant. Alors, vous ne voulez pas mettre votre véritable nom. C'est pas ça? Mais, en même temps, c'est vous qui voulez dire aux gens, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Donc, le député, dans son intervention, ça nous permet de bien comprendre pourquoi au sein de la CEDEAO, on a encore un sérieux problème. Parce que, tant que la CEDEAO ne fera pas son toilettage, tant que la CEDEAO ne comprendra pas qu'il faut mettre les peuples en avant, tant que la CEDEAO ne comprendra pas que la CEDEAO n'est pas un syndicat de présidents mal élus, un syndicat de présidents esclaves, un syndicat de présidents idiots, un syndicat de présidents voyous, un syndicat de présidents voleurs, un syndicat de présidents incompétents, un syndicat de présidents inutiles, un syndicat de présidents corrompus, un syndicat de présidents idiots, un syndicat de présidents mécréants, tant que la CEDEAO ne comprendra pas qu'il faut défendre les intérêts des peuples et non les intérêts des présidents mal élus, corrompus, à la merci de l'Occident, la CEDEAO ne sera jamais un outil d'intégration. Tant que le peuple ne sera pas la priorité de la CEDEAO, on peut parler 1000 fois, rien ne changera. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, déjà aux États-Unis, je vous le dis, et ça c'est avec preuve à l'appui. Je vous jure au nom de Dieu, je vous en prie. Oh, c'est pas vrai. J'ai tous les problèmes du monde avec ça. Bon, on va laisser faire des TikTok là aujourd'hui, parce que j'ai pas. Vous savez, ça fait une semaine. Mais je crois que je vous avais déjà donné l'information. Ils ont attrapé des fraudeurs, des gens qui ne sont pas américains, sont allés voter. Vous savez, les démocrates, c'est la marque déposée du trucage et le remplissage des urnes. Je vous jure, les démocrates, moi, si on m'avait dit qu'aux États-Unis, on truque les élections, je vais dire c'est faux. Si on m'avait dit qu'aux États-Unis, on fraude pendant les élections, je vais dire c'est faux. Si on m'avait dit que de non-citoyens américains
pouvaient prendre part aux élections, je vais dire c'est faux, c'est pas possible. Avec tout le système qu'ils ont, avec toute la logistique, des gens ont été attrapés. 2500, je répète, 2500 fraudeurs ont été interpellés la semaine dernière. 2500 en Pennsylvanie. 2500 personnes interpellées pour fraude. Et le district, ce qu'on appelle procureur général chez nous, et c'est le procureur général avec le responsable chargé de l'organisation des élections de l'État. C'est eux qui sont venus donner l'information. Parce que les républicains avaient déjà commencé à porter plainte. Il y a même un gouverneur, le gouverneur de la Californie, qui a dit que tous les immigrés illégaux, non citoyens américains, ils n'ont qu'à aller voter. Vous pouvez imaginer ça? Voilà, ça c'est un pays qui se présente comme un modèle de démocratie. Ce sont ces gens-là qui vont nous montrer comment faire la démocratie. De vous à moi. Soyons honnêtes. Est-ce qu'on peut... Ça là, c'est un exemple de démocratie. Mais ça se passe aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est sur l'ensemble des 50 États, les gens sont en train de faire des enquêtes. Je ne vous parle que de la Pennsylvanie, où 2500 personnes ont été interpellées. Alors, imaginez que dans 10 États, on arrive à épingler 2000 personnes. 2000 personnes, dans 10 États, ça fait combien? Ça fait 20 000. Alors que les élections, souvent, avec 10 000 voix de différence, vous gagnez. Je ne vous raconte pas de bêtises, je vous en prie, et je vous invite à aller suivre. Les gens font le update, c'est-à-dire ils font les mises au point tous les jours. Et je ne vous donne que les chiffres que je connais, 2500, sinon c'est plus que ça. Alors, c'est la même chose au niveau de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Là où, en ce qui me concerne, je pense que la CEDEAO pouvait peut-être. Ici, il s'agit d'élection, il s'agit de souveraineté. On ne dit pas à la CEDEAO de venir dire aux Ivoiriens ce qu'ils doivent, ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais la CEDEAO devrait, en tant qu'organisation d'intégration, la CEDEAO devait regarder de près et faire des propositions, des suggestions, non pas en termes de s'impliquer, mais en termes de proposer ou de proposer des idées en un mot, de sorte que les élections ne deviennent plus des moyens pour que chez nous, on s'entretue. On a l'habitude de dire c'est en Afrique, mais je suis désolé, quand vous allez prendre le 6 janvier 2019, je crois. Le 6 janvier 2020, je crois, ouais, c'est ça. Le 6 janvier 2020. Où le président, après l'élection du 5 novembre 2019, il y a eu les résultats. Des Américains ont contesté les résultats. Ils sont allés au Capitole. Le Capitole, c'est-à-dire, c'est le siège du Sénat et des représentants de la Chambre. Si vous voulez, c'est comme notre Assemblée nationale. Ils sont allés, ils n'étaient pas d'accord, ils ont manifesté. Et parmi les manifestants, il y a eu des débordements, il y a eu des policiers qui ont été blessés, il y a eu des arrestations, il y a eu des dégâts. Parce qu'ils n'étaient pas contents. Ça peut se comprendre. Alors, mais est-ce que ça, si c'était en Afrique, et bien ça, c'est aux États-Unis, je vous appelle, c'est un pays qui a plus de 200 ans de pratiques démocratiques entre griffes. Plus de 200 ans. Alors, comment vous pouvez imaginer qu'un pays qui a plus de 200 ans de pratiques d'expression libre en termes d'élection du président, comment on en est arrivé là? C'est pourquoi je vous ai parlé de matérialité. L'homme
est un phénomène que personne ne peut contrôler. L'homme est un phénomène que personne ne peut identifier. L'homme est un phénomène que personne ne peut canaliser dans une sorte de système. Parce que Dieu nous a créés à un point que personne ne peut se dire, moi, je peux. C'est pourquoi quand vous regardez les systèmes qu'ils ont mis en place pour améliorer nos conditions de vie, et que eux, ils appelaient développement, et ils se sont appuyés sur ça pour dire qu'ils ont atteint un certain niveau de développement, ils sont développés, ne sont pas développés. Mais alors que le développement véritable, c'est en termes de spiritualité, c'est en termes de conception, c'est en termes de pensée. Ce n'est pas forcément le matériel qui est là. Mais ils nous ont abrutis avec la matérialité, de sorte que notre vie ne puisse pas s'épanouir en dehors de la matérialité. Je ne parle pas du matérialisme ou du matériel. Moi, j'ai créé mon mot, j'ai dit matérialité. Alors donc, on a lié la vie de l'homme qui est dualité, corps et esprit, lié à la matérialité, c'est-à-dire les choses matérielles de l'existence, ce dont nous avons besoin pour peut-être accommoder notre vie avec. Alors, pour eux, quand tu atteins ce niveau-là, tu es au sommet. Mais voilà que les Américains, aujourd'hui, s'opposent à tel point que il y a des fraudes électorales. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, revenons en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le député a salé dit, il y a fraude sur la liste électorale. Les partis d'opposition, je m'en fous, péricière, ça me regarde pas. Je vais pas me rentrer dans leur, je suis en train, ce que je pose ici, c'est un débat de fond. Ce n'est pas par rapport à des partis politiques, pouvoir ou opposition. Il y a une situation qui est là. Est-ce que les Ivoiriens eux-mêmes ne peuvent pas, humainement, moralement, historiquement, intellectuellement, je peux dire spirituellement, en 2010, 2011, les contestations ont abouti à plus de 3000 morts. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter? Mais voilà un pays où les guides religieux devaient être devant pour dire aux politiques, attendez-vous. Mais ils ont tous peur de dire au tyran Ouattara, mets en place les conditions pour une élection juste et transparente, avec moins de contestation possible. Et lui, qui est son petit Dieu, dans son petit monde, il a centralisé le pouvoir de sorte que c'est lui et lui seul dont la volonté sera manifestée. Que cela le tienne. Pourquoi les guides religieux, quand je dis religieux, j'ai pas dit musulmans, j'ai pas dit chrétiens, je dis les guides religieux, les anciens, ceux qui n'ont même pas de religion, ceux qui sont athées, ceux qui sont bouddhistes, ceux qui sont qui prient les cailloux, les rivières, les marigots, tout ça autre là. Pourquoi ceux-là? Pourquoi ils peuvent pas approcher ceux qu'on appelle chefs coutumiers, chefs de village, rois, leur dire, attends, le pays là n'a plus besoin de ça. Il faut que les élections là, on ne peut pas, parce que quand vous les écoutez, ils disent, ah, on fait pas politique. Idiot, oh, tu as 1000 fois. Tu fais pas politique, mais c'est de la politique que tu vis. Tu fais pas la politique. Tu t'assois, tu dis, je fais pas politique. Demain matin, ils vont venir brûler ta maison. Parce que si ça tourne mal, comme dit Zao, quand la balle est sifflée, il n'y a pas de choisir, mon ami. Donc, toi, tu dis, je fais pas politique. Quand ça va capoter, là, on s'en fout de savoir qui tu es, qui tu n'es pas. Tu as fait politique, tu n'as pas fait politique, c'est pas écrit sur devant ta maison, je n'ai pas fait politique, épargne ma maison. Non. Donc c'est là que les gens doivent agir pour interpeller. Cette bombe-là, elle est là.
elle est ici. La bombe dont j'ai toujours parlé, elle est là, dans la gorge d'un grand homme d'Ivoirien. Je dirais pas la moitié des Ivoiriens. Je dirais pas plus de la moitié des Ivoiriens. Je dirais pas 70%, 80% des Ivoiriens. Mais je dirais seulement qu'elle est là. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont produites. L'injustice dont j'ai toujours parlé est à l'origine de ça. Le problème, c'est quoi? Que vous agissez, que vous n'agissez pas, ça c'est votre problème. Mais il y a une réalité qui est là. Cette réalité, on a commencé à donner des cartes nationales d'identité à des non-ivoiriens. Il y a des communes déjà qui sont prêtes et fortes dans ça. Adjamé, Yopougon, Adiaba, Benjaminville, Songo, Grand Bassam, Trècheville, Koumassi, Atekoubé. Ils ont commencé à donner des cartes d'électeurs frauduleux. Alors moi, ce qui m'a marqué, pourquoi je parle de ça aujourd'hui, par rapport à la CEDEAO, par rapport à l'AES. Le député Timoko Assalé, il dit, j'ai suivi, il dit, j'ai fait une enquête documentée, où j'ai démontré au plateau, le plateau Côte d'Ivoire Abidjan, là, nombre de votants, 8000, ça vaut même pas 10 000. Mais est-ce que vous savez, sur la liste électorale, il y avait plus de 13 000 votants au plateau, alors que le nombre d'inscrits sur la liste des votants, ça dépasse même pas les 8 000 au plateau. Et c'est Patrice Savagnon, le voleur, là, le gars de Voodoo qui fait les trucs de communication de Ouattara, celui qui travaille avec Dominique, qui travaille, c'est lui, au plateau, là, ça c'est lui. C'est à lui, là, que les gens voulaient donner forcément la mairie du plateau, on dit 8 000. Il y a la mairie de la ville d'Abidjan, hein, ça c'est pas le plateau, non. C'est vrai que la mairie de la ville d'Abidjan se trouve au plateau, mais le plateau aussi a sa propre commune, hein. C'est vers comment on appelle ça, la ville d'Abidjan, ça c'est le siège, c'est l'immeuble là, ça c'est au centre même du plateau. Mais la commune du plateau, c'est vers les rails. Pour ceux qui connaissent bien le plateau, hein. Bon. Ne me demandez pas comment tu connais là-bas, j'y ai vécu, donc c'est une obligation. D'accord? Alors donc, quand vous regardez ça, c'est un premier point. On dit, il y a des gens qui ont des cartes nationales d'identité frauduleuses. Et, entre-temps, on dit, Soro peut pas être candidat parce qu'il a été condamné. Et la CEI ou CENI dit, nous on a écrit au ministère de la Justice pour nous donner la liste des personnes radiées de la liste électorale. Les personnes qui ont été déchues de leurs droits civiques, qui ne peuvent pas figurer sur la liste électorale. Nous on écrit au ministère de la Justice et le ministère de la Justice nous répond. Alors, moi j'ai un problème avec ce système-là. Je ne dis pas qu'on doit faire ce que je... Moi j'ai un problème avec. Le ministère de la Justice est aux ordres du président de la République. Le ministre de la Justice est choisi et nommé par le président de la République. Le ministre de la Justice, c'est lui qui donne instruction pour qu'on condamne telle ou telle personne pour le bonheur du président. Le ministre de la Justice, c'est lui qui a ordonné les condamnations sans preuve valable, alors qu'on dit toute personne est innocente tant que la preuve de sa culpabilité n'est pas établie, et cela de façon irréfutable. Mais les condamnations de 20 ans en Côte d'Ivoire, aucune preuve tangible n'a été présentée. Alors comment c'est à ce ministère-là qu'on va demander de donner la liste des personnes déchues de leurs droits civiques en Côte d'Ivoire? Est-ce que là, la poudrière, là, est-ce qu'on n'a pas commencé à mettre le feu en Côte d'Ivoire? Est-ce que la bombe à retardement dont j'ai parlé, qui se trouve à la gorge ici, de la plupart des Ivoiriens, est-ce que c'est pas là que c'est pas ça? Ben, qu'est-ce que les guides religieux, cette fois-ci, quand ça va péter, beaucoup de guides religieux risquent de se retrouver au centre, dans le feu. Parce que les Ivoiriens doivent comprendre que tous ces mécréants, ces maudits qui se disent guides religieux, ils ne le sont pas. Dieu lui-même ne les reconnaît même pas comme étant ses employés. Parce que pour être employé de Dieu, il faut reconnaître Dieu comme ton patron.
Alors, si tu connais quelqu'un d'autre, tu le connais à quelqu'un d'autre comme ton patron, mais Dieu n'est plus ton patron. Les guides religieux ivoiriens, c'est Alassane Ouattara qui est leur patron, c'est pas Dieu, hein. Ils ont plus peur d'Alassane Ouattara que de Dieu. Je l'ai dit, ça fait des années, des années. Je leur ai dit, vous perdez votre temps. Ceux qui sont morts là, j'espère que peut-être vous pourrez, mais malheureusement, vous n'allez pas entendre ce qu'ils vivent là-bas. C'est ça la réalité. Ça, c'est, ça, moi je trouve que l'incapacité, la lâcheté de certains responsables appelés guides ou prédicateurs, c'est pas bon. C'est pas bon. La bombe à retardement 2025 dont j'ai toujours parlé. Voilà Tiboko Assali que je respecte. Il a commencé à donner les indices. Mais est-ce que les Ivoiriens vont écouter ce que dit Tiboko? Ah, j'ai oublié. Vous savez, après l'intervention de Tiboko, je crois la dernière fois, je suis allé, j'ai écouté, et puis j'ai fait une intervention. Et vous savez que, après mon intervention, juste le ministre de la Justice a répondu à Tiboko. Alors que Tiboko avait saisi le ministre de la Justice. Ah, on dit, c'est parce que Tiboko est allé sur les plateaux de la télévision. C'est faux. Il passe sur les plateaux de la télévision tous les jours. C'est après mon intervention que le ministre est sorti, et puis il a parlé. Parce que j'ai donné raison à Tiboko. Parce que j'ai averti à travers les vedons, le ministre a que tous ces idiots qui sont assis chez eux là-bas, là, des lâches, ils sont assis dans leur salon. Tous sont en train de me regarder à ce moment, en Côte d'Ivoire. Tous ces ministres-là. Mais vous êtes des lâches. Vous me regardez, je vous regarde droit dans les yeux. Vous êtes des lâches. Et c'est vous qui allez mettre le feu à la bombe. C'est vous qui allez mettre le feu à la poudre. Mais continuez. Parce que vous commettez l'injustice. Alors que Dieu dit, il faut se départir de l'injustice. Quand vous condamnez, soyez certain que la condamnation est valide. Elle est indiscutable. Ce que le droit dit. Mais quand vous regardez vos condamnations, est-ce que ça répond au droit? Vous dites que Gbagbo Laurent a cassé la BCAO. Mais l'argent de cette BCAO-là a servi à vous payer, c'est l'argent des Ivoiriens, c'est pas un cadeau de la BCAO, c'est l'argent des Ivoiriens qui était à la disposition de la BCAO comme banque centrale pour la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a donné instruction pour que les Ivoiriens soient payés. Il n'a pas dit de virer l'argent dans mon compte. Et Alassane Ouattara maudit à 1000 fois. Tu dis il a cassé. Pour voler quelque chose, c'est que vous l'avez utilisé pour votre propre profit. Mais en justice, il y a ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Les juges idiots, les procureurs idiots qui ont prononcé cette sentence-là contre Laurent Gbagbo. La circonstance atténuante, c'était quoi? L'État de Côte d'Ivoire a payé les fonctionnaires ivoiriens. Est-ce que 5 francs est rentré dans la poche de Laurent Gbagbo comme l'argent volé, détourné de cette banque? Pas du tout. Alors, en quoi est-ce qu'il a payé cette banque? Quand nous disons que la Côte d'Ivoire est une bombe à retardement, ce n'est pas parce que nous détestons la Côte d'Ivoire, c'est à la suite de succession d'événements qui se produisent au vu et au su des guides religieux, des prédicateurs, des soi-disant chefs coutumiers ou rois de Côte d'Ivoire. Vous avez dit ça. Ces événements-là vont pas vous louper. Guides religieux, Atina Outier, chef et roi de Côte d'Ivoire. Ça va pas vous échapper. Vous dormez, vous croyez que 2 policiers devant votre porte là, ça suffira? Parce que quand ça va péter, le policier va d'abord appeler chez lui pour savoir si sa famille est en sécurité. Alors, lui n'a pas sécurisé sa famille. Vous croyez qu'il pourra vous sécuriser, vous? Comment vous pouvez être aussi idiot que ça? Mais vous pouvez éviter tout ça. C'est de vous réunir et puis aller dire à Ouattara, fais attention, tu as déjà fait 15 ans, ça va comme ça, pour laisser ton âge de organiser des élections crédibles. Mais nous, on vous attend au tournant au sein de l'AES. C'est pourquoi quand le ministre Abdoulaye Maïga a dit à la tribune des Nations Unies que notre démocratie sera enviée, il a ses raisons. Ces gens de pratique-là, nous pensons que nos guides religieux au Mali, on peut ne pas être d'accord avec nos guides religieux, mais ils ont le mérite souvent d'interpeller le pouvoir.
Et ça, c'est fondamental. Lorsque nous regardons ce que la CEDEAO a fait à nos États, voilà des pistes, voilà la voie, voilà le chemin. Aujourd'hui, des gens en parlent. Mais est-ce que la CEDEAO peut dire qu'elle n'est pas sur les réseaux? Le président de la commission de la CEDEAO, c'est un Ivoirien. Est-ce qu'il peut dire qu'il n'entend pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Et la CEDEAO n'a jamais interpellé Ouattara. La CEDEAO n'a jamais interpellé Faure Gnassingbé qui a manipulé une fois de plus sa propre constitution pour son propre bonheur, c'est-à-dire mourir au pouvoir. Si tu as été président pendant combien d'années? Maintenant tu dis je suis fatigué d'être président, mais je ne suis pas fatigué de quitter le pouvoir. Tu manipules la constitution pour que le premier ministre ait tous les pouvoirs. Donc finalement, tu ne seras plus président, mais premier ministre. Donc le prochain président, après 2 mandats, est parti. Mais toi, en tant que premier ministre, tu restes à vie au pouvoir. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Zéro. Patrice Talon, il faut mettre un faux coup d'État pour écarter des véritables challengers. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Parce que quand vous dites que vous êtes dans une communauté d'intégration, et qu'on dit à tentative de coup d'État, vous avez le droit, en tant qu'organisation, d'intervenir et de demander au pouvoir en place de faire la lumière, dans la transparence, de faire la lumière pour que le peuple soit bien informé. Est-ce que la CEDEAO a parlé? Non. Voilà les élections qui approchent la Côte d'Ivoire, des élections qui arrivent. Le jeune Toussaint a été décapité à Daoukro, je crois Daoukro Yamsokoro. On a fait de sa tête un ballon de football, au vu et au su de la CEDEAO. Amadou Gon Coulibaly, qui croyait qu'il était intouchable, invincible, immortel, a confisqué le corps du jeune François Cognac, qui a été le jeune qui a été tué à Korogo. Il a confisqué le corps du petit, et puis il a dit, tu vas aller à la Mecque, alors que toi-même là, mais qui a tué le petit? L'ordre est venu de la famille de Gon Coulibaly, et Gon Coulibaly était bien informé. C'est pourquoi ils ont fait partie, ils ont rapatrié, enfin, ils ont transféré le corps par rapatrié, ils ont transféré le corps à Abidjan. Les parents du petit demandaient le corps pour faire l'enterrement, ils ont refusé de donner. Jusqu'à ce que sa volonté soit faite. C'est au regard de tout ça que Keïta avait dit que Amadou Gon Coulibaly ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Quand Alassane Ouattara l'a choisi, j'ai dit, vous vous abusez, vous jubilez pour rien. Ce que Dieu m'a montré, il ne sera jamais candidat. Ah, Ouattara l'a choisi, mais est-ce qu'il a été candidat? Parce que pour être candidat, il faut déposer la candidature d'abord. Il faut que ta candidature soit Soro Kognon. Merci beaucoup, mon frère Diawara. Le jeune Soro Kognon, on l'a tué, poignardé. Amadou Gon Coulibaly a confisqué le corps. Je lui ai dit, et toutes les erreurs de Gon Coulibaly, comme je le fais en ce moment, j'ai égrené toutes les erreurs de Gon Coulibaly. J'ai dit, Gon Coulibaly, voilà la raison pour laquelle tu seras jamais candidat, tu seras jamais président en Côte d'Ivoire. Ouattara dit pour lui, il dit, Dieu n'a pas dit pour lui. C'est ce que j'ai dit. Il est où Gon Coulibaly aujourd'hui? Il n'a jamais été candidat. Il est où? En pleine séance de choses, pleine séance de travail, conseil des ministres. Il est tombé, c'était fini pour lui. Est-ce que c'est moi je l'ai tué? Pas du tout. J'ai interpellé ce qu'il faisait. Je lui ai dit, ce que tu fais là, voilà ce qui t'arrive. Tu n'arrêtes pas ça là, c'est pas bon. Et si tu meurs aussi là, mon ami, ce ne sera pas joli pour toi. Ils ne nous ont pas écoutés, on nous a même insultés. Ahmed Bagayoko, je lui ai dit, Golden Boy, tu es balèze, tu es de Séguéla, les parents ont fait bénédiction, tu donnes l'argent, ben il dit ça n'a rien à voir avec l'affaire de Dieu. La voie que tu suis là, ben il faut laisser, sinon Dieu va t'écarter comme il a écarté Gon Coulibaly. Est-ce qu'Ahmed Bagayoko nous a écoutés?
Est-ce qu'il n'a pas entendu ma voix? Et il a écouté très bien ce que j'ai dit. Amadou Gonkoulibaly savait très bien ce que je disais, puisque sa deuxième femme, là, c'est ma grande sœur de quartier, Fatim, qui est mère aujourd'hui à Diamant. Elle aussi, à cause de son mari, parce que je parlais politique, quand je lui ai dit, attention à ce que tu fais là, elle envoie sa petite soeur pour me dire, ah, faut dire à Keïta, je vais lui parler, mais on peut pas parler comme ça. C'est quand j'ai venu aux États-Unis, on parlait. J'ai dit, moi, je m'en fous quand je parle, je parle pas. Moi, ce que je dis, ça s'arrête là. Jusqu'aujourd'hui, on s'est jamais parlé. Elle est devenue mère. Mais pour qu'elle soit mère là aussi, là. Le gars là, comment il s'appelle? Amidou Sila, voleur là. J'ai dit, moi, où est mon truc là? Je peux même sortir le Coran et puis je vais m'en dessus. J'ai dit, Amidou Sila, c'est moi, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, Amidou Sila, pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà dit ça par le passé. J'ai dit, tu seras mère. Il ne faut même pas t'inquiéter pour ça. Amidou Sila était face à l'oncle d'Alassane Ouattara, Camara Lassine à Diaba. Camara Lassine était plus riche qu'Amidou Sila. Il était l'oncle de Alassane Ouattara. J'ai dit, malgré tout ça, j'ai dit, Camara ne sera jamais maire à Diaba. Camara Lassine, il est mort. Il était le PDG de la Sotra. Il est mort. Il n'a jamais été maire à Diaba. Il n'a même pas été député. Ça, c'est des choses que nous, on voit. On ne lance pas courir. Dieu lui permet de voir ces choses-là. J'ai dit, Sila, j'ai dit, de toute façon, je te vois là, il faut faire attention. Et lui m'appelait Petit Keïta. Il dit, Omar, Petit, il dit, moi, j'ai dit pour moi. Quand il s'est amusé, Abedou Sila, il a même eu le culot à sa gueule là. Moi, un gars qui sait même pas parler français. Moi, je rédigeais son discours. C'est moi qui faisais tout pour lui. J'ai les pris en alphabet, j'ai pris, puis j'ai mis dans le fauteuil de mère à Diaba. Et je suis devenu son ennemi numéro 1. Vous savez, c'est ça aussi l'ingratitude, la politique. J'ai dit, moi, je suis pas ton camarade. C'est vrai que tu es plus âgé que moi, mais bon, c'est pas un problème. J'ai dit, fauteuil là. De toute façon, je t'ai dit que tu seras mère là. Je te dis encore, mairie là, ils vont t'enlever. Ils croyaient pas. Ils l'ont enlevé, et puis ils ont mis Fatim là-bas. C'est parti où? Nous, on voit les choses et puis on parle. C'est pourquoi je dis au guide là, parlez à votre président. Parce qu'il y a trop d'anomalies, trop d'injustice, trop de manipulation, trop d'instrumentalisation de la justice. Et 2025, ce sera pas bon. On peut éviter tout ça en faisant ce qui est juste, en faisant ce qui est bien, en faisant ce qui est correct. Personne ne demande la faveur à Ouattara, mais que le jeu soit fair play, que le jeu soit honnête, que le jeu soit transparent. Que celui qui a perdu reconnaisse qu'il a perdu. Mabana. Mais ce qu'ils font, nous on le dit pourquoi? Parce que la CEDEAO, elle voit tout ça. Mais nous on attend la CEDEAO en janvier. Parce que logiquement, c'est en janvier que notre État, enfin, nos États, pardon, l'AES, nous on a dit avec effet immédiat. Bon, déjà, il y a le passeport. Le Burkina, je vous ai dit, le Burkina a déjà fait l'expérience du passeport biométrique avec stockage de données, passeport à puce. Donc, je vous avais dit le jour où on nous a présenté le passeport du Burkina Faso, je vous ai dit, ça c'est le passeport de l'AES qui est là. Et Dieu merci, c'est les présidents, ils sont d'accord. Je crois qu'il faut d'abord valider les logos, les différents logos. Un seul logo, c'est tellement. Et c'est en fonction de ce logo-là qu'il y aura une carte nationale d'identité commune aux 3 pays, un passeport de voyage commun aux 3 pays, avec le logo de l'AES. Et puis, mettre en place les autres institutions pour que les choses puissent fonctionner. Moi, je me dis qu'ils ont pris le temps, l'AES prend le temps pour travailler dans la période entre la décision de sortir et puis la validation de la décision de sortir. Parce que quand vous dites que nous voulons sortir, eux ils disent les tests, mais les tests, là, ils n'ont jamais respecté les tests. Mais nos chefs d'État disent qu'ils s'en fichent des tests puisque c'est en violation des tests de la CEDEAO qu'eux-mêmes ont décidé de partir. Donc, en quoi est-ce que le respect des tests de la CEDEAO concerne les 2 États? Mais en réalité,
Nous, on a parlé, mais quand vous regardez pardon, quand vous regardez dans le fond, de façon intelligente, nous, on prend ce petit temps. Parce que nous, on dit qu'on est sorti. Parce qu'il y a un élément qu'on vous a pas encore dit par rapport à la CEDEAO. C'est quel patron? Il y a un dernier élément qu'on ne vous a pas dit. Parce que, quand vous êtes dans une organisation et que vous décidez de sortir de l'organisation, c'est vrai. Mais, la décision, elle se prend de façon unanime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous décidons, nous, AES, on quitte la CEDEAO. Mais quand on quitte la CEDEAO, il y a des procédures. Et ce sont ces procédures-là que je vais développer maintenant dans la deuxième partie de notre intervention. Alors, beaucoup de gens croient que nous avons quitté la CEDEAO. Oui. Dans les faits, oui. Puisqu'on ne participe à aucune session. Mais, dans le fond, est-ce que réellement on a quitté la CEDEAO? Parce que tout pays sérieux, toute organisation sérieuse, quand vous êtes membre d'une organisation et que vous décidez de partir, pour vous permettre de bien comprendre, quand vous avez épousé votre femme, ravissante, belle, et puis à un moment donné, il y a incompréhension. Peut-être que c'est vous qui avez des problèmes, peut-être que c'est lui qui a des problèmes. Peu importe, parce que je ne vais pas prendre le bâton et puis taper sur la femme ou sur l'homme, mais il s'est trouvé que il y a un petit problème. Et puis, soit c'est vous, soit c'est elle qui décide, je m'en vais. Alors que vous avez scellé votre mariage, votre union, devant Dieu, devant les hommes, à la mosquée, à l'église, et puis devant, comme on appelle, un officier de l'état civil. N'est-ce pas? Et vous avez signé votre carnet, n'est-ce pas, de famille. Désormais, elle devient madame ci, madame ça, voilà. Et puis, du coup, vous décidez de vous séparer. Il y a ce qu'on appelle les négociations. Le juge va déléguer quelqu'un pour négocier. C'est pourquoi, dans un premier temps, quand vous allez, on dit séparation de corps. Vous êtes dans la même maison, mais vous ne dormez pas dans le même lit. Mais si vous dormez dans le même lit, vous ne vous touchez pas. Ouais, c'est un peu compliqué, non? Alors, le juge,